Désormais, la politique la plus ultime consiste à changer l'histoire, mais pas la changer un peu, la changer radicalement. Bien entendu, dans ce projet-là, le Troisième Reich reste véritablement un épicentre et ne fait pas de lui une parenthèse historique. Ce n'est pas simplement qu'un événement qui s'est passé en Allemagne et qui a consacré un métaphénomène qui serait la Seconde Guerre mondiale. En ce sens de la question historique du politique, le Troisième Reich est un achèvement. C'est-à-dire, c'est soit une métaphore, soit une allégorie, soit une perfection, pour parler comme Victor Davis, le théoricien européaniste de la suprématie blanche. Je crois qu'il y a dans le phénomène que nous sommes tentés d'inventorier là, une logique qui s'est présentée où ce Troisième Reich, celui qui se déclare à son début comme celui qui doit durer 1000 ans, entame un processus politique qui est la modification substantielle de l'histoire dans ses formats les plus standards. Modification des territoires, modification des populations, modification des structures de commandement, modification de la mythologie. Je vous rappelle, ils tuent le Christ très officiellement et ils le refont en blond, ce qui n'est quand même pas rien. Il y a dans le meurtre collectif et multicausal que pose le Troisième Reich et le nazisme, il y a là la prise de contact totale et absolue de l'histoire. Ça, nul ne l'avait jamais vu. Et donc, de ce point de vue, vous le voyez, là, on n'a pas une progression, là, on a une acmé, on a une totalisation qui atteint un optimum historique. Depuis, nous sommes brûlés, c'est-à-dire comme on peut brûler le corps pour que la marque soit toujours cette trace indélébile de quelque chose dont on veut se souvenir. Et il n'y a qu'en marquant le corps, comme dit Kafka, que l'on peut faire sentir la peine, la sanction et la douleur. Il y a une blessure qui est une blessure mondiale en plus, qui est une blessure humanitaire et qui a là définitivement, me semble-t-il, porté un coup relativement dur à l'histoire. Puisque désormais, l'histoire est frappée de suspicion. Et ce n'est plus simplement l'historien qui est frappé de suspicion, c'est l'histoire avec un grand H. Et de ce point de vue, on a l'inquiétude de tous les théoriciens de l'histoire qui réapparaît, c'est-à-dire la confusion avec le texte, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et on ne sait plus trop ce qui s'y passe. Je cite toujours cet exemple, mais il me semble tellement parlant. Il y a 2 ans, après avoir vu une émission de fiction retraçant la jeunesse de Adolf Hitler, un groupe de sociologues relativement subversifs a posé la question à différentes tranches d'âge, et chez les moins de 25 ans, 37,5% des sondés considéraient qu'Adolf Hitler était un personnage de fiction. La défaite de l'histoire, elle est là. C'est-à-dire quand l'histoire n'est plus comprise comme un moyen de l'étude, la science que j'évoquais, comme un moyen de la rhétorique politique, fondamentale et essentielle. Il faut lire Hegel là-dessus, bien entendu, et sa philosophie de l'histoire. Mais devient tout à coup la possibilité ingénérique de renouveler l'histoire humaine et collective par un coup de force sur l'histoire, dans l'histoire et simultanément contre l'histoire. En ce sens, d'ailleurs, le Troisième Reich est un moment presque atonique, tellement que l'on réécrit l'histoire, pour reprendre la formule de Umberto Eco, tellement que l'histoire est grattée, comme on réécrit sur le palimpeste du Moyen-Âge. Donc on a là une situation qui, depuis, ne cesse de voir le texte du monde, prendre l'histoire, rejeter l'histoire. On appelle des historiens quand on ne sait pas ce qu'il faut faire de Maurice Papon, puisque ni la classe politique, ni globalement le juge qui est censé le pourvoir à sa condamnation en assises ne peut porter, et on fait venir de l'extérieur, Henri Rousseau n'y suffit pas, l'historien américain Robert Paxton pour bien confirmer que c'était un collaborateur. Là aussi, crise de l'histoire.